Bonjour et bienvenue à l'Institut des Libertés, dans cette nouvelle émission du 10 septembre de l'économie expliquée par mon père. Alors, avant toute chose, beaucoup se sont posé la question du nouveau petit ouvrage que tu as commis, qui va s'appeler donc « Cessez de vous faire avoir ». Alors, j'ai le BAT, la maquette, mais je voulais vous présenter un petit peu ce à quoi ça allait ressembler. Donc, on est sur des sortes de petites fiches de cuisine, comme ça. Et ça va être des textes assez légers et assez illustrés, vous voyez ? Comme des petites fiches de cuisine, elles. Et c'est pas véritablement le même format que tes autres livres, qui étaient beaucoup plus denses. Là, c'est plus un manuel pratique. Un manuel pratique et que j'ai écrit pour les gens qui, dans le fond, commencent à trembler dès qu'on leur montre un chiffre. C'est-à-dire pour leur dire, c'est pas difficile. Comme si c'était pour ta sœur Marie-Cécile ou comme ça, qui, dès qu'elle voit un chiffre, disent « Oh non, moi l'argent, ça m'embête. » Voilà, et c'est à ça. Et la deuxième chose, c'est que pour faire de la cuisine, vous n'êtes pas obligé d'être Bocuse, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que ou Escoffier, bien sûr. Ou Escoffier. C'est un truc où, une fois que vous l'avez lu, j'ai été interviewé hier par cette chère Clémence Oudiakova, qui est très, très sympathique, qui m'a dit qu'elle l'avait lu et qu'elle avait tout compris. Et qu'elle était très satisfaite d'avoir tout compris. Elle était très très contente d'avoir tout compris. Et donc je me disais, ben voilà, c'est exactement ça. Moi, quand j'écris, j'essaie de temps en temps d'écrire et je pense à ma chère mère. Et je dis, si ma mère comprend pas, c'est que c'est de ma faute. Donc, parce que ma maman, notre grand-mère, était très intelligente, mais plutôt lettres. Voilà, les chiffres, pas plus que ça. Elle avait fait des lettres classiques à l'université. Elle lisait beaucoup. Mais c'est vrai que... Elle avait une espèce de... Comme souvent des femmes, d'ailleurs je dis que dans la plupart des pays du monde, c'est les femmes qui s'occupent du portefeuille de la famille. Donc j'essaye de dire, si les portefeuilles sont mal gérés, c'est parce que dans le fond, les hommes, quelque part, ça les broute, et que c'est un peu une responsabilité de la femme. Au Japon, par exemple, c'est les femmes qui s'occupent complètement du portefeuille familial. La fameuse Madame Watanabe, dont nous avons souvent parlé ici. Donc, c'est un c'est un petit livre qui a été écrit pour des gens qui, dans le fond, ont peur de s'approcher de la finance. Voilà, mais c'est aussi pour ça qu'on a monté en février dernier l'Université de l'épargne, partant du constat que beaucoup d'entre vous étaient démunis. Alors, certains se sont plaints sur les réseaux sociaux qu'on ne donnait pas directement des ETF et ainsi de suite. Il y a une raison pour ça, c'est parce que, comme vous le savez, il y a des réglementations AMF et qu'on ne peut pas directement faire quelque chose qui s'appelle l'appel public à l'épargne des particuliers. Donc, on peut discuter, c'est-à-dire que vous avez un nombre maintenant assez certain de vidéos, on doit être explicative, où tu expliques véritablement comment gérer un portefeuille, et ça n'a pas de prix à notre époque parce que tu donnes ton expérience de 50 ans de gestionnaire de fortune. En 50 pages. En 50 pages. Une page par année, tu vois. Voilà. Mais et aussi l'idée, c'est que vous n'avez pas besoin d'être pendu à votre ordinateur. C'est que si tout va bien, vous donnerez un ordre tous les ans ou tous les 2 ans. Donc, c'est pas du tout quelque chose qui prend du temps. L'idée, c'est que vous vous occupiez de votre épargne. Comme ça, vous pouvez vous occuper de votre vie. Après ça, tranquillement, vous avez votre épargne qui est bien gérée à côté et donc vous pouvez faire d'autres choses à côté. C'est pas de vous forcer à faire un truc qui soit très long, qui prendra beaucoup de votre temps, au contraire. Et vous aurez aussi quelque chose que j'ai essayé d'expliquer hier à Clémence aussi, c'est que c'est rigolo de gérer son portefeuille. C'est-à-dire c'est intéressant. Vous voyez, vous comprenez les relations qui existent entre la finance, l'économie, le monde, les événements politiques, etc. C'est une façon de rester actif intellectuellement, quoi. C'est intéressant, voilà. C'est pas idiot, mais c'est intéressant. Non, je suis pas du tout idiot. Alors aujourd'hui, nous commençons une émission de questions-réponses et je vais faire la première question, parce que je ne sais pas si tu as vu hier que notre ami Mario Draghi avait émis un cri d'alarme face au risque de déclassement de l'Europe. Et alors, notre cher ami Mario Draghi... Qui en est le principal responsable. Alors, justement, 2 choses. Donc, nous explique, et je le lis donc à partir du Figaro, c'est donc de 800 milliards d'euros d'investissements supplémentaires par an dont l'UE a besoin si elle veut pouvoir financer les réformes nécessaires
afin d'éviter qu'elle ne se fasse distancer définitivement par les États-Unis et la Chine. Un bon significatif. Je voudrais l'arrêter tout de suite. L'UE n'a rien à faire dans tout ça. C'est chacun des pays européens qui est souverain. Il n'y a pas de budget d'investissement de l'Europe. Il n'y a pas de... L'Europe, ça n'existe pas. C'est une civilisation et non pas une nation. Donc, ce monsieur continue dans l'erreur. Il a foutu en l'air l'Europe Alors, j'aimerais qu'on y revienne. Donc, tu avais commis un papier que j'ai repris où tu expliquais qu'il apparaît dans l'histoire en directeur général du ministre des Finances italien de 92 à 2001, au moment des négociations qui précédaient la création de l'euro, et qu'à ce moment-là, l'Italie était très au-dessus des critères d'appartenance. Elle n'aurait jamais dû rentrer dans l'euro. Elle était à 7%. Et alors là, qu'est-ce qu'ils font? Un accord de swap avec JP Morgan. Ou avec Goldman, je ne sais plus. Je crois que c'était JP Morgan, pour lequel ces derniers achètent pour 35 milliards d'euros de produits dérivés. Ah bah ça c'était batte. Et qui comptablement font baisser le déficit à ce moment-là de 7,5 à 2,5. Oui. Alors à ce moment-là, évidemment, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde en Europe salue les efforts qu'a fait faire de l'Italie. Et cette opération a ensuite fait l'objet d'une enquête. C'était une fraude. Bien sûr, c'était une fraude. Mais en attendant, les swaps et ce qu'on a pu toucher dessus, ça n'a pas été perdu pour tout le monde. L'Italie a perdu, je ne sais pas combien de centaines de millions. Oui, c'est ça, plusieurs milliards d'euros sur l'opération. Et qui ont été gagnés par JP Morgan. Qui ont été gagnés par JP Morgan. Et c'est probablement ce qui s'est passé en 97 avec Goldman Sachs pour la Grèce aussi, qui avait rapporté 300 millions d'euros, et ça aura été dénoncé à ce moment-là, au moment de la faillite de la Grèce. Normalement, ça aurait été passible des tribunaux. Normalement, des cours des comptes de droite et de gauche, et ça aurait dû être... Donc ce grand honnête homme ensuite. Donc c'est 2006, il devient le gouverneur de la Banque centrale italienne et le président du Forum de stabilité financière pour l'Europe, en charge de prévenir les crises systémiques. Les gens ont le sens de l'humour quand même. Évidemment, inutile de souligner qu'il fait partie de Bilderberg. Bien sûr. Et de nombreuses distinctions européennes et de chapeaux à plumes. Voilà. Puis ensuite, il a été passé quelques années à Goldman Sachs pour assurer la fortune de sa famille, oui. Voilà. Et bien sûr, et puis ensuite, c'est en tant que président de la BCE que M. Draghi va véritablement donner la pleine mesure de son potentiel. Il sauve l'Europe en faisant des choses qui étaient complètement interdites. C'est-à-dire en manipulant les taux d'intérêt de façon extraordinaire et aussi en acceptant d'acheter les obligations des États, ce qui était formellement interdit par le traité. C'est-à-dire que les déficits budgétaires ne pouvaient pas être financés par la Banque centrale. Bon, ça paraît compliqué ce que je viens de dire, mais ça veut dire tout simplement que c'est la planche à billets. Voilà, et donc c'est par les marchés obligataires qu'arrive la crise de 2009, avec l'écart de taux qui se creusait entre les taux italiens et les espagnols, et ça se met à monter. Et ça rend la situation impossible, puisqu'il est impossible de financer une dette si les taux d'intérêt sont à 10%. Quoi. Et donc ça aurait dû amener à une explosion des taux d'intérêt. Ça aurait dû amener à une explosion de l'euro. En 2012, les marchés ont dit l'euro ne fonctionne pas. Et M. Draghi a dit, je m'en fous. Je continue quand même. Et donc là, ils essaient, parce que les gens vont se dire, oui, mais alors pourquoi ? Parce que en réalité, ce qu'il faut bien voir, c'est que ce qu'ils essaient de faire, c'est une mutualisation de la dette. Voilà, il faut que la dette soit qui permettra la naissance. Une fois que vous aurez mutualisé la dette, ça veut dire qu'on fera un impôt européen et il y aura ce qui impliquera un ministère des Finances européen. Bien évidemment, et donc une police pour taper dessus, in fine européenne. Et donc un pouvoir de forcer le paiement de l'impôt sur des gens qui n'auront pas vraiment voté pour. Et donc, c'est une tentative de plus. La monnaie, ensuite, vous avez les impôts, et derrière, vous aurez soi-disant une défense européenne, et puis on aura tous les attributs d'une vraie nation, quoi. Voilà, donc... les Français avaient refusé ça. Hein. Alors, le seul avantage qu'on a dans cette bataille, c'est que normalement, en Allemagne, c'est anticonstitutionnel d'avoir... C'est un article de la Constitution allemande, je me souviens plus du truc. Mais tu avais eu des discussions avec Markus Kerber ici même, et on peut peut-être compter sur les Allemands pour être vent debout contre cette nouvelle tentative de mutualisation. Depuis la guerre en Ukraine, les Allemands ont perdu une grosse partie de leur capacité à dire non aux États-Unis. Mais ça, c'était aussi une façon de tuer la Bundesbank,
Parce que la Bundesbank, c'était celle qui, dans le fond, empêchait les gens de faire des bêtises, puisqu'elle était constitutionnellement indépendante. Mais à partir donc, c'est-à-dire que la Bundesbank aurait refusé. Mais à partir du moment où la décision est prise par la BCE, la Bundesbank se trouve dans une situation impossible, parce que c'est elle, à ce moment-là, qui devrait dire non, je refuse, et pour d'excellentes raisons d'ailleurs. Et si la Bundesbank dit ça, tout le monde, l'Europe saute. Et à ce moment-là, tout le monde dit, c'est encore une fois, les Allemands ont foutu en l'air l'Europe. Donc, ils sont dans une situation extrêmement difficile et ils sont couchés. La réalité, c'est que l'invention de l'euro a permis la destruction de la Bundesbank, qui était le seul frein qu'avaient les Américains pour empêcher de faire n'importe quoi avec les monnaies, quoi. Et voilà. Et voilà. Donc, si vous voulez, on conçoit qu'on demande des conseils à ce gars-là, parce que... il est super fort en foutage de gueule, oui. Il n'y a pas plus... comment dire, antidémocratique et salopard que M. Draghi, quoi. Alors, pour revenir à des questions plus terre-à-terre qui émanent de notre public ébahi, Samra te demande « Merci pour votre travail, qui est très appréciable. Ma question, est-il encore temps de se positionner sur le yen ? Que pensez-vous du franc suisse ? Merci et 1000 caresses au DAF. » Oui, très bien, le DAF. Alors, le DAF, il est en pleine forme. Mais il vieillit. Hein, il vieillit. Mais il a des petits cheveux blancs. Il a la tête toute blanche. Bon, mais ça, c'est un élément qui m'attriste beaucoup. Enfin, bref. Alors, la question, c'est le yen. Alors, le yen, si vous voulez, pourquoi j'ai recommandé d'acheter du yen ? Parce qu'on en a parlé souvent ici. Vous avez une théorie qui s'appelle la théorie des pouvoirs d'achat. Vous savez, en principe, ça veut dire que le même produit doit être au même prix dans tous les pays du monde. Compte tenu du transport, etc., mais il doit être au même prix. Donc, grosso modo, le McDonald's à Tokyo doit être au même prix que le McDonald's à New York ou le McDonald's à Paris, quoi. Et le McDonald's à Tokyo était à peu près à 50% en dessous du McDonald's dans les autres pays. Donc, ça voulait dire que le yen était complètement sous-évalué. Il était à l'époque, contre l'euro, à peu près à 180 yens par euro. Aujourd'hui, il doit être aux alentours de 160, je pense. Et donc, ça a déjà bien monté. Alors, je vais expliquer quelque chose. Si on passe de 180 à 160, ça veut dire que l'yen est monté. Hein. Oui. Vous donnez moins de yens pour la même quantité de dollars. Oui, ça prend 5 minutes, mais... Il faut s'y habituer. Les monnaies, c'est pas simple. Hein, donc, le yen est monté. Et la parité des pouvoirs d'achat, c'est, mettons, entre 120 et 125. Donc, oui. Vous pouvez garder des yens, et oui, ils vont continuer à monter sans doute, mais plus doucement, quoi. Plus doucement. Il n'y a pas une énorme marge, mais ça peut être encore intéressant. Écoutez, si vous passez de 160 à 120, ça vous fait 40 sur 160, ça vous fait un petit 20%, quoi. Est-ce que c'est pas plutôt le moment d'acheter un ETF avec des obligations longues ou quelque chose comme ça ? Les obligations longues, elles donnent du 1%, c'est pas terrible, quoi. Pas terrible. Donc, il vaut mieux rester sur le yen tranquillement. Et un ETF action ? Ça, c'est un jeu complètement différent. C'est un jeu complètement différent. Ça, on y reviendra dans l'université de l'épargne. Mais aujourd'hui, je vais sans doute recommander, donc vendredi, là, de commencer à mettre des positions dans un ETF énergie. Énergie genre Total. Fossile, c'est ça. C'est dans lequel il y aura Total, Exxon, tous ces trucs-là. Parce qu'on nous raconte des calembrodènes depuis des années, mais l'énergie fossile aujourd'hui, ça fait à peu près 80% de la consommation d'énergie dans le monde, et on a dépensé je sais pas combien de dizaines de milliards d'euros, mais des sommes monstrueuses pour faire des moulins à vent et des trucs comme ça, quoi. Des miroirs magiques. Des miroirs magiques, ça marche pas. Et combien on était il y a à peu près 10 ans en consommation fossile par rapport, on était à 80%. Donc, on n'a fait strictement aucun progrès. Et donc, il me semble qu'aujourd'hui, s'il y a un risque dans les marchés, c'est que l'énergie explose à la hausse. Parce que si l'énergie reste basse comme elle est aujourd'hui et baisse encore, les marchés, ils seront contents, mais ils s'en foutent, c'est déjà acquis. Mais si par hasard l'énergie monte, les marchés vont baisser sèchement. Donc, il me semble que la première des positions qu'il faut prendre, c'est de mettre 15 à 20% dans un ETF énergie de bonne qualité, dans des sociétés qui ont des réserves prouvées. Oui. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, tu achètes du pétrole aujourd'hui qui est dans le sol et qui est valorisé très bas. Et si d'un seul coup l'énergie monte, tu vas te retrouver, en quelque sorte, tu as un énorme stock de pétrole qui est là sous terre, contrôlé par Total, Exxon et tout. Et si ce pétrole se met à monter, la valeur de leur stock va monter et la valeur des actions va suivre. Donc, je me dis, le truc suivant, c'est sans doute de faire
Alors, j'en profite pour rebondir. Certaines personnes n'ont pas compris la semaine dernière quand tu disais acheter du yen et parallèlement, il faut surtout pas être en position cash. Oui. Alors moi, j'ai bien compris que quand tu disais il faut surtout pas être en cash, c'est que tu parlais de se mettre de cash en euros ou en dollars, c'est-à-dire dans des économies qui aujourd'hui, on a analysé que leur operating system, oui, leur système d'exploitation était défaillant. Donc dans ces cas-là, pourquoi voudrais-tu avoir du cash d'un système operating ? C'est-à-dire que dans le langage financier, quand tu dis en cash, ça veut dire en cash dans la monnaie dans laquelle tu mesures le compte. C'est-à-dire que si vous avez un compte en euros, ce qui est sans doute le cas, avoir du cash, c'est avoir du cash en euros. Mais si je mets en cash en yens, ça veut dire que je prends le risque du yen, et donc je suis plus vraiment en cash. Oui. Je suis pas dans le cash local, quoi. Et quant à Warren Buffett, alors Warren Buffett a liquidé une partie de ses actions de sa Bank of America et Apple, et a gardé pour l'instant en position cash 300 ou 400 millions. Alors tout le monde... Milliards, pardon, oui. Et la question est pourquoi il se met pas et ainsi de suite. Parce que s'il bouge, déjà, c'est comme s'il bougeait un État, 300-400 milliards. 300-400 milliards, ça doit être... il peut pas tout à coup décider d'acheter soit du yen, soit du franc suisse, il fait déraper tout le monde. Et ensuite, parce qu'il va sûrement acheter des actions pas chères. Il attend. Si Warren Buffett fait monter son cash dans ses comptes, ça veut dire qu'il attend probablement que le marché baisse. J'en sais rien, mais ça me paraît assez... Et quand il commence à trouver que les marchés vont baisser, c'est peut-être pas... Et lui, il est obligé de garder du dollar parce qu'il vit en dollars. Donc D'abord, il vit en dollars, et puis ensuite, parce que les marchés américains sont à peu près les seuls qui peuvent absorber sa liquidité, quoi, parce qu'il est tellement gigantesque. Oui, c'est sûr. Il ne va pas aller sur le marché indien. Non. À l'île Maurice. L'île Maurice. Je serais content s'il allait à l'île Maurice. C'est avec 400 milliards. Alors... Alors, Monsieur Spartam te demande comment les escrocs aux manettes vont-ils éponger les milliards de déficit ? Et à ton avis, est-ce qu'ils vont pomper dans l'épargne, dans les retraites, dans les assurances, dans une haute des taxes ? Mais encore une fois, je pense qu'ils peuvent tout faire. Est-ce que tu penses que nos actifs peuvent servir de garantie ? Et est-ce que c'est la fin du droit de propriété ? Je vais commencer par la fin de la question, qui est une bonne question. C'est que l'un des problèmes de la France, quand vous le comparez aux sociétés normales, mettons comme l'Angleterre, l'Allemagne ou des choses comme ça, quoi, c'est qu'en France, nous n'avons strictement aucun respect pour le droit de propriété. C'est d'ailleurs la caractéristique essentielle de la politique française, c'est que en 1793, on a piqué tous les biens de l'Église, le droit de propriété, puis ensuite... En 45, on a nationalisé je sais plus quoi, puis après ça, en 80, on a nationalisé je sais pas quoi. Donc, si vous avez des actifs, si vous êtes un possédant allemand ou anglais ou américain, vous n'avez pas peur que par une décision de justice d'un cinglé qui est élu, on vous prenne tous vos actifs d'un seul coup, parce que vous avez une seule gueule, ou parce que vous avez... c'est ce qu'on avait fait aux Juifs en Allemagne en 1934, on leur avait piqué et tout, et voilà, c'est parce qu'ils avaient eu un actif, mais ça leur a pas réussi. Ils avaient eu un cinglé, mais ça leur a pas réussi. Nous, ça fait 250 ans qu'on ne respecte pas le droit de propriété, donc je comprends que les Français aient une peur bleue qu'on leur pique leurs actifs. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans la situation d'un Anglais ou d'un Américain, qu'on leur pique leurs actifs, c'est quelque chose qu'ils n'envisagent même pas, quoi. Tandis qu'en France, c'est récurrent. C'est récurrent. Donc, tu entends M. Mélenchon, qui est le grand supporter du Venezuela. Et donc, au Venezuela, on a piqué les actifs de tout le monde, et tout le monde est ruiné maintenant. Donc, sauf celui qui est au pouvoir, qui est gros comme un cochon, d'ailleurs. On sent que lui ne souffre pas de la faim, quoi. C'est toujours pareil, oui. Toutes les entrecôtes vont au siège du parti, quoi. Voilà, c'est ça. Et souffrir de la faim au Venezuela, c'est... Non, mais ça, c'est quand t'es en Chine, parce que toi, t'as que des petits morceaux de gras de pâte de lapin, et tu te dis, mais il est où le cochon, je sais pas, ou le bœuf, elle est où l'entrecôte ? Toi, tu vas que des petits morceaux de basse-côte. C'est bon, oui, mais parce qu'il les élime et ainsi de suite, mais t'as jamais un vrai morceau, tu vois. Tu te dis, ils sont où les vrais morceaux ? Les vrais morceaux, ils sont réservés aux partis. Alors, je sais pas, ou alors, ils les exportent... Mais donc, oui, la première question, c'est celle du droit de propriété. Donc en France, oui, il y a toujours un risque sur le droit de propriété. Et aussi curieux que ça paraisse, on peut dire que les gens soi-disant de droite respectent pas plus le droit de propriété que les gens de gauche.
J'ai pas l'impression que dans le droit de propriété, ce soit un élément très important, par exemple, du Rassemblement national. Là, récemment, j'ai été atterrée dans toutes ces discussions. Bon, alors évidemment, comme la gauche menait la danse, c'était moins atterrant, puisqu'on s'y attendait. Mais combien les gens ne parlent jamais d'idées ? Alors on parle des uns et des autres, et on lance des grands trucs du style il faut capter la fortune des riches et ainsi de suite, mais personne ne parle du droit de propriété, personne ne parle de... quand on dit oui, il faut indexer, mais quelle est la légitimité ? Quelle loi vous allez mettre en face ? Comment vous allez... Non, il y a des... Et personne ne parle d'idées nulle part. C'est-à-dire que quand il y avait eu les deux formules les plus célèbres de la gauche, c'était quand Mitterrand avait été élu, il y avait un député de gauche qui avait dit à l'Assemblée, qui était d'ailleurs un juriste, qui avait dit « Vous avez juridiquement tort puisque vous êtes minoritaire ». C'était Léniel. Léniel, oui, c'était le nain sectaire, comme disait... comme avait dit, je sais plus si... Je me demande si c'était pas Le Pen qui avait dit qu'il avait appelé parce qu'il est tout petit. Il avait le père Le Pen, le menhir, il avait une bonne bonne serpe quand il... Oui. Donc bon, le nain sectaire, il avait dit bon, il faut faire ça. Mais vous imaginez ce que ça veut dire cette formule ? Vous avez juridiquement tort. C'est horrible. Parce que on peut, par exemple, ça justifie le massacre des Juifs. Ils étaient minoritaires. Et donc, on peut tuer les Juifs si on est... Et ça justifie Pétain. Ça justifie Pétain. Et ça désinvestit De Gaulle et ainsi de suite. Donc, c'est-à-dire que l'idée que si on est en nombre, on a le droit d'imposer sa volonté, c'est vraiment le truc de trotskisme. De Benjamin Franklin qui disait la démocratie, c'est quand il y a deux loups et un agneau qui votent sur ce qu'ils vont avoir au dîner ce soir, quoi. Donc la seule solution, c'est que l'agneau soit lourdement armé, disait Benjamin Franklin. Eh ben oui, c'est-à-dire que la démocratie, d'après Aristote, c'était le pire de tous les régimes, parce que c'était la majorité qui prenait sur elle de martyriser, tuer les minorités. Donc les États-Unis ont toujours dit, dans leur constitution, qu'ils ne sont pas une démocratie, ils sont une république. C'est-à-dire qu'il y a des lois auxquelles la majorité ne peut pas toucher. Des principes essentiels, dont le droit de propriété. Mais on arrive à l'inverse, aujourd'hui, justement, avec cette gauche, à une dictature des minorités. Ben, la gauche dit, je fais 25%, dois-je gouverner 27%. Ils ont fait 27%, la droite, dans son ensemble, en fait 47%. Et vous vous dites, et ils poussent des cris parce que la droite a le pouvoir. Mais c'est une espèce de fantasme. Mais enfantin. Mais le problème, c'est que toute leur logique est fondée sur ce regard enfantin sur la société. Et comme ils se sentent moralement supérieurs, ils ne comprennent pas comme des enfants qui trépignent véritablement. Pourquoi ? Et c'est Greta Thunberg. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que dans la plupart des pays, des gens comme ça, si vous voulez, on les regarde, on dit mais vous êtes des cinglés, et personne ne vote pour eux. Mais ce qui est d'extraordinaire, c'est qu'il y a 25% des gens qui votent pour ces corneaux. Et le problème, je pense aussi, c'est que Macron a fait entrer dans la politique toute une ère de... si tu veux, avant, on avait, comme je disais quand j'étais petite, des grandes personnes, quand même, plus ou moins, des adultes. Oui. Et là, on a fait rentrer des enfants aussi trépignants avec des bon, sans citer particulièrement Attal, mais enfin des gens qui n'ont pas de formation, qui sont un peu des dilettantes, qui sont arrivés tu ne sais pas comment, qui n'ont pas en tout cas le pédigré, pour moi, nécessaire pour assurer ce genre de fonction. C'est quand vous aviez, je ne sais pas, au ministère de la Justice un perfide, si vous voulez, c'était un type quand même qui avait du poids, qui avait écrit des livres importants, qui était ou bien un Mesmer, ou bien des gens qui avaient fait une guerre magnifique, enfin bref, qui était lourd et que le président de la République ne pouvait pas traiter avec légèreté comme ça, parce que ils étaient en eux-mêmes des personnalités très fortes. Et aujourd'hui, on a des... on a un délogu en commission hier qui lisait littéralement son texte comme un enfant du CP avec la méthode globale en lisant syllabes « Monsieur Bruno Le Maire », comme s'il ne sait pas que ça va être Bruno Le Maire avant, et tout était comme ça. Doit se coucher... Je me dis, mais c'est pas possible.
Mais enfin, c'est pas possible. Alors, donc, on a aujourd'hui, c'est ce que me disait d'ailleurs, c'est ce qu'a dit Duhamel, qui, je suis pas vraiment le journaliste, il a dit, on lui demandait ce qu'il avait appris en 60 ans et qu'est-ce qu'il avait frappé. Il disait, quand j'ai commencé, quand j'interviewais des gens, il y avait des gens que j'interviewais et que j'étais impressionné, quoi. C'était vraiment des... Giscard, tout ça, c'était quand même des types. Aujourd'hui, il dit. Mais c'est plus qu'on leur posait comme question, s'ils ont bien mangé midi. Ils ont bien mangé midi, mais c'est à peu près ça. Et t'as fait quoi à l'école ? Il dit, ils en savent beaucoup moins que moi. C'est-à-dire, ils savent rien. Et c'est ces gars-là qui nous gouvernent. Donc. Et ces gars-là n'ont aucune structure juridique, mentale, pour savoir ce qui peut être fait, ce qui peut pas être fait. Parce que, par exemple, toucher au droit de propriété, qui est d'ailleurs dans la Constitution, dans le préambule de la Constitution, eh bien, c'est anticonstitutionnel. Et donc, ils ne devraient même pas en parler. Et si tu veux, hier, je regardais des politiques qui s'exprimaient sur cette histoire de l'abbé Pierre, et alors, on demandait aux uns et aux autres, oui, alors est-ce que vous condamnez l'abbé Pierre ? Est-ce que vous condamnez l'abbé Pierre ? Mais personne n'était là pour leur dire, mais enfin, il y a un moment où il est peut-être nécessaire de faire une distinction entre la loi et la morale. Oui. Que... En morale, on puisse se dire, et encore personnel, qui ne touche personne, oui, si c'est avéré, je trouve que c'est pas génial, mais tu te dis sinon, juridiquement, je n'ai absolument rien à dire parce qu'il y a une distinction entre la loi et la morale, et je n'ai pas, en tant que personne, à m'immiscer dans cette... D'abord, ensuite, moi, ce qui me surprend beaucoup avec toutes ces affaires, c'est que, l'abbé Pierre, c'est peut-être pas bien tenu, j'en sais rien. D'abord, c'est un homme, donc nous sommes tous pécheurs. Donc c'est la première des choses. Et la deuxième, c'est, mais pourquoi 40 ans après ? Où elles étaient ces femmes ? Pourquoi elles ne se sont pas plaintes à l'époque ? Où elles étaient ? Donc on a l'impression qu'il y a toute une série d'hommes, dont j'imagine que plus personne ne les saute, qui... Alors, c'est pas vraiment ça, c'est que là, elle demande un fonds d'indemnisation. C'est plutôt ça la question, je pense. Elle demande à ce qu'il y ait un fonds d'indemnisation qui soit créé pour les indemniser de leur préjudice. Ce qui, effectivement, si la chose est avérée, mais le problème, c'est que comment tu veux faire... tu sais, il y a au bout d'un certain temps... Une prescription ? Une prescription. Alors, il y a eu des levées de prescription sur certaines choses, et elles vont sûrement vouloir demander une rétribution du préjudice, mais le problème, le problème c'est ça, et aussi le problème c'est le lien de causalité qui va pas pouvoir, puisque là on est dans du délictuel, il va falloir qu'il y ait un lien de causalité qui soit prouvé, et je pense aussi effectivement qu'il y aura une prescription. Donc est-ce qu'elles vont pas sur le fondement de, on a fait beaucoup de bruit dans la presse, encore une fois tenu par des associations de gauche, financées par des mairies, donc on se demande à la fin de la journée qui est derrière. Moi j'ai pas particulièrement, enfin l'abbé Pierre, c'est pas de mon époque, j'ai pas, tu vois, j'ai pas... Je en 54 quand il a fait très froid, là, il va très bien, il a fait un très beau boulot et il a fait une guerre magnifique aussi. C'était comme tous les hommes, il était faillible. J'en sais rien, je sais pas ce qui s'est passé, mais moi tu ne peux pas juger un crime qui s'est produit il y a 40 ans. Mais en tout cas, sans pouvoir passer devant les tribunaux, il me semble en tout cas que... Et la personne, en quelque sorte le coupable, il est plus là, donc on peut pas l'interroger. Il y a quelque chose de profondément malsain dans cette façon de procéder, et tout mon cœur va aux potentielles victimes dans l'absolu, parce que bien évidemment ça n'est jamais souhaitable, mais on peut aussi dans ces cas-là faire le procès d'un système qui, ma foi, dans ces cas-là aurait couvert des atrocités. Alors où étaient les gens ? Pourquoi ces femmes n'ont pas eu recours à des avocats pour essayer de plaider la chose ? Parce que quand même... Elles auraient pu déposer des plaintes, j'en sais rien, on va avoir des traces, des plaintes déposées à l'époque. Des mains courantes, des choses quand même. Enfin non, il y a 40 ans, j'imagine que ça doit être aux archives, mais bon... Mais on va pas retrouver les pièces. S'il y en a, voilà. Allez, Yannick te remercie, dit qu'il t'adore, et dit qu'on parle régulièrement effectivement de la France et de l'Europe. Mais il demeure au Québec. Ah. Alors... Quand un pancake prend l'avion pour aller sur le Saint-Laurent. Alors, notre Premier ministre Trudeau a augmenté les travailleurs d'État. Maintenant, un Canadien sur 4 travaille pour l'État. Il dilapide notre argent et les subventions des compagnies qui certaines font faillite, Lion Electric, Bombardier, Tiga, Power Corporation, Saga, et sans parler de leur intention de privatiser Hydro-Québec. Alors, est-ce que tu penses que le Québec peut s'en sortir ? Est-ce qu'ils sont autant dans le caca que nous ? Ils ont une bonne nouvelle. D'abord, le Québec, il y a plusieurs bonnes nouvelles au Canada. Je connais un peu le Canada parce que mon cher fils y vit, donc, et je m'intéresse.
Donc Trudeau, c'est la copie carbone de Macron. Hein, c'est Je crois qu'il est plus sot encore. Encore plus sot que Macron. Oui, encore c'est pas possible. Plus c'est le fils de Fidel Castro. Donc, non, mais dans l'ordre naturel des choses, honnêtement, il aurait dû être vendeur de pullover dans un magasin. Il ne serait pas appelé Trudeau, personne n'a jamais regardé. Bon. Enfin, c'est un type... Mais enfin, il a des idées complètement... Mais il ne tient au pouvoir que par l'accord qu'il a avec le deuxième parti, qui est présidé par un sikh, et je crois que le sikh est en train de le laisser tomber. Oui, j'ai vu ça il y a 2 jours. Donc, ça veut dire que il va être battu aux prochaines élections, oui. bien, et que c'est sans doute le patron de l'opposition, là, le nom m'échappe, mais je connais que lui, et qui est tout à fait sympathique, que ton frère connaît d'ailleurs, et qui va gagner. Et donc, si j'ose dire, là, ils ont passé 5 ans de bêtises, ou un peu plus, mais ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Alors ensuite, le deuxième avantage du Canada, c'est que c'est quand même un État fédéral. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de dépenses qui sont faites par les régions et beaucoup de pouvoirs qui ont été dévolus aux régions, aux États. C'est toujours le problème qu'a le Québec par rapport à Ottawa. C'est ça. Donc, alors le Québec, il a un gros avantage, c'est Hydro-Québec. Mais enfin, il reçoit quand même, ils sont plutôt, c'est un problème, si on dit en sont exact, ils reçoivent pas mal d'argent du reste, parce qu'il y a des transferts qui se font entre États. Donc, est-ce que on revient à l'indépendance du Québec, je crois, non, il y a tellement, je crois, ils auront du mal à l'établir, mais je crois honnêtement que ça aurait sans doute pu être un État indépendant. Mais c'est-à-dire que le Québec avait une énorme ressource qui était leur naissance. Et autrefois, il paraît que les curés disaient au maire, si elle avait que 3 enfants, qu'elle était défaillante. C'est-à-dire qu'il fallait en sortir 12. Donc, à la grande époque, il y avait... je crois, la quasi-totalité de la population du Québec venait de quelques centaines de familles qui étaient arrivées de Normandie en 1700, je sais pas quoi. Et puis, tout le monde, chacune en avait comme ça 7, 8, 10. Et aujourd'hui, il y a un effondrement démographique au Québec. Oui, parce que le catholicisme étant en berne, les curés tiennent plus autant, voilà. L'Église n'a plus aucun pouvoir au Québec. Voilà, nulle part. Et de sorte que oui, les familles s'effondrent et que le wok a pris le dessus et que tout le monde est mangé par cette civilisation. Donc, il y a des similitudes avec la France. Et oui, normalement, le Québec devrait pouvoir s'en sortir. Et puis j'aime beaucoup Montréal parce que quand on peut parler français, c'est sympa. Il faut parler français. Il faut parler français, sinon on traite mal. Le problème avec ça, c'est que du coup, tu as des Québécois qui te parlent très vite en ce qu'ils pensent du français et que ça rend parfois un peu surprenant. Oui, c'est un peu... J'ai eu quelques meetings comme ça à la Caisse des dépôts du Québec où j'avais dû... Tu leur demandes de... Oui, mais il parle pas bien français, lui, on va passer en anglais. Je venais avec un anglais comme ça, ils étaient obligés de parler anglais tous. Ouais. Mais c'était... non, mais ça, on se marre. Mais donc, oui, c'est un pays... Et je crois que... l'analyse que je fais du Québec, c'est qu'ils sont passés par une période un peu difficile à cause de l'imbécilité ambiante dans le monde, en quelque sorte. Ils sont sensibles Mais je crois que leur souffrance va s'arrêter très vite. Tandis que nous, on a... On leur souhaite. C'est pas simplement Trudeau qu'on a comme problème, c'est toute la classe politique. On a toute la classe politique, et si d'aventure on n'en avait pas assez, on a toute la classe européenne, et si d'aventure on n'en a pas assez, on a en plus les effets de l'immigration. Les effets de l'immigration, et puis le diktat des États-Unis. Donc, de toute façon, la classe européenne, c'est la CIA. Oui, c'est pareil. Bon. Alors, une question, tiens, ce qui va nous sortir un petit peu des questions économiques. Ah, mais si par hasard il privatise Hydro-Québec, il faut qu'il en achète. Hein. Ah voilà, alors si privatise Hydro-Québec, il faut que vous en achetiez. Mais ceci n'est pas un conseil d'investissement du tout. Non. Absolument pas. Vincent te dit bonjour Monsieur Gave. Non, bonjour. Monsieur Gave avait évoqué Ludwig von Mises vis-à-vis des redistributions internes d'un pays. Quelles sont les grandes lignes dans son esprit et quel ouvrage de référence citerait-il ? Je vous remercie. Ludwig von Mises. Alors, Ludwig von Mises, c'est l'Agir humain, qui est un bouquin qui doit faire à peu près 1000 pages comme ça.
Il a écrit des tas d'articles. Je vous signale qu'il y a un institut aux États-Unis pour ceux qui lisent l'anglais, qui s'appelle l'Institut von Mises, qui fait des très bonnes études, qui est très... et j'ai lu le von Mises. C'est velu quand même. Hein. Velu, ça a du poil aux pattes. C'est pas, du lourd. Oui. Il n'a pas la légèreté d'écriture qu'avait un Milton Friedman. Non, c'est un Autrichien, donc il pensait profond, quoi. Et c'est très bien. C'est très bien, c'est simplement l'idée de base de von Mises, qui était autant un philosophe d'ailleurs qu'un économiste, c'était que les sociétés sont extraordinairement complexes et que il faut faire très attention avant d'y toucher parce que on détruit des tas de réalités qui sont en dessous qu'on comprend pas. Donc il est difficile d'agir dans une société qui est tellement complexe, sauf à l'échelle la plus basse possible. Donc moins il y a de pouvoir et moins il est haut, mieux ça vaut pour les sociétés. Donc on revient à l'idée de l'Église catholique, quelque part, voilà, qui est celle de gérer la subsidiarité, de gérer en subsidiarité. Et quelque part, je ne sais pas si Ludwig von Mises, je ne suis pas assez féru en Ludwig von Mises, s'est inspiré de l'école de Salamanque, mais la subsidiarité naît chez les libéraux et avant les Autrichiens de l'école de Salamanque. Absolument, c'est-à-dire toujours... C'est-à-dire que c'est ce que dit aussi ce brave Nassim Taleb, là, c'est je ne parle à des politiciens que si ils boivent de l'eau de mon puits. Voilà, j'adore cette... Parce que, oui, c'est-à-dire que le gars, s'il est là, s'il est à côté de vous, et s'il fait des travaux pour rendre l'eau plus potable, oui, ça vous voulez d'abord qu'il la boive lui, vous voyez ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Donc, cette idée que le pouvoir s'exerce le mieux quand il est près de ceux qui l'exercent. Il ne doit pas être lointain, il doit pas être... C'est pour ça que la construction européenne est en train d'échouer, c'est qu'ils mettent les pouvoirs de plus en plus loin de nous. Oui, bien sûr. Et d'abord, ça coûte un pognon de dingue. Alors, il y a une question... Parce que ça coûte très cher entretenir tout ça. Regarde, les hôpitaux aujourd'hui ne marchent plus, parce qu'on a, à la place d'être gérés localement, ils sont devenus gérés régionalement, puis ensuite nationalement, et puis ça ne marche pas. Et puis, je ne sais plus quel homme de terrain te disait autrefois, quand on s'occupait des démunis, on connaissait nos démunis dans le village, on savait très bien quel était le méritant, le nécessiteux, et ce qui avait eu un coup de pas de chance, et celui qui était là pour boire sa paye. Oui. Donc tu savais organiser ta misère quelque part. Aujourd'hui, comme il y a une délocalisation, ma foi, on asperge tout le monde de transferts sociaux sans véritablement regarder où ça va. Si c'est peut-être des gens qui fraudent, si c'est... Voilà. On habite à Avignon, près d'un endroit où il y a 4 départements qui se touchent, tu sais, comme ça. Et il y a des gars qui sont inscrits dans 4, comme c'est payé au niveau des départements, qui sont inscrits pour toucher des subventions dans 4 départements, paraît-il. Bon, mais ça, c'est du vol à la tire, quoi. Oui, et il y a très peu de contrôle. Oui. Et je suis très surpris dans tous les déficits budgétaires, c'est que, etc., la gauche n'arrête pas de dire, mais vous voulez taper sur les petits. Mais, c'est les petits méritants qui souffrent le plus de l'action des salopards qui touchent des subventions auxquelles ils n'ont pas le droit. Donc la gauche devrait être la plus inflexible sur le pillage des deniers publics par des gens qui ne le méritent pas. Mais ils n'arrêtent pas de dire, mais si vous coupez ce gars-là qui n'a pas droit, vous allez le rendre misérable. Mais il peut toujours bosser. Mais par contre, ça veut dire que si vous lui donnez à celui-là, le type qui est vraiment méritant, lui, il aura moins. Donc cette espèce de truc de dire de la gauche, l'État doit donner de l'argent à tout le monde également, même s'il ne le mérite pas, c'est un crime contre les pauvres. C'est le faux Robin des Bois. Alors Barbara te demandait aussi ce que tu pensais de l'avis de Michel Onfray sur le libéralisme. Alors si tu veux bien, j'aimerais bien prendre le début de celle-là et tu compléteras ce que je vais dire. Alors, en effet, Onfray, dans un échange, a écrit la chose suivante. « Je trouve qu'il y a pire idéologie encore que le communisme, c'est le libéralisme. C'est sidérant comme cette idéologie peut faire des malheurs. On nous dit main invisible, c'est une idéologie déiste du XVIIIe siècle, la main invisible. Le laisser-faire, le laisser-passer, avec l'idée qu'il y aurait une espèce d'homostasie de la société dans l'économie et tout se passerait bien. » Alors... ça se passe bien en Suisse ?
Ce qui est vrai, ce qu'Onfray explique ensuite, c'est que le réel démontrerait que le libéralisme ne produirait pas de richesse de tous, mais uniquement de quelques-uns, au détriment des plus grands nombres qui verraient son niveau de vie diminuer. Alors, mettons ça en parallèle avec la réalité et l'indice de liberté économique et le PIB par habitant. On remarque une corrélation et donc un lien solide entre niveau de liberté et de prospérité économique. Partout. On note que les pays qui ont un PIB par habitant élevé ont également un très fort indice de liberté économique. La présence en haut des classements, on trouve la Suisse, l'Australie, le Canada ou encore le Royaume-Uni. Et les pays les plus élevés dans les deux classements sont Hong Kong et Singapour. Vous trouverez cette corrélation confirmée par tous, par le Cato Institute. Et en général, le PIB a donc un lien direct avec la solidarité réelle. Mais il y a aussi autre chose qu'il faut dire, c'est que si tu prends cet indice de liberté et que tu le corrèles à l'envers avec l'indice de corruption qui est produit par un autre institut, je ne sais pas si c'est ouvert, c'est-à-dire à quel point les systèmes politiques sont corrompus, plus le poids de l'État dans l'économie est élevé, plus la corruption est forte. C'est ce qu'on voit en France aujourd'hui, par exemple. L'état de la corruption était... Donc, non seulement le libéralisme permet l'élévation du niveau de vie, mais ensuite, il empêche la corruption. Alors, allons plus loin. Le libéralisme, c'est la liberté, et la liberté, en réalité, permet l'égalité. Les inégalités sont quantifiées par quelque chose qu'on appelle le coefficient de Gini. Et quand on met ce coefficient en parallèle avec l'indice de liberté économique, on constate que plus un pays dispose d'un coefficient élevé, et donc de fortes inégalités, et plus la liberté économique y est faible. On se trouve dans ces cas-là dans tous les pays d'Afrique. C'est là où il y a la corruption ? Zambie, Namibie, voilà. À l'inverse, la Corée du Sud et le Japon ont à la fois de faibles inégalités et des indices de liberté économique élevés. Quant à parler du libéralisme qui aurait entraîné des millions dans la pauvreté... Prenons un exemple, c'est que depuis 20 ans, il y a à peu près 2,5 milliards de gens qui sont sortis de la misère dans laquelle les avait plongés le communisme en particulier, et l'absence de libéralisme, et la corruption, et pour remonter maintenant à un niveau de classe moyenne. Bien, ça s'était jamais produit dans l'histoire, et pendant ce temps-là, notre niveau de vie baissait en France, pendant que notre liberté économique baissait. C'est-à-dire que M. Onfray, comme beaucoup d'intellectuels en France, j'aime beaucoup la phrase de ce sociologue qui disait « La raison pour laquelle les élites françaises n'aiment pas la liberté... » Raymond Bourdon, c'est parce que dans un pays libéral, ils seraient payés à leur vraie valeur. Voilà. Donc je pense simplement que ce sont des gars qui... fondamentalement, pense que parce que tu es intelligent, parce que tu as fait de bonnes études, tu mérites plus. Ben, c'est pas vrai, tu mérites pas plus. Alors, nous allons conclure. Le libéralisme, par ailleurs, n'implique pas l'écroulement de l'État, mais au contraire son renforcement dans la limite de ses sphères régaliennes. Oui. Donc, on veut un État dans sa limite, bien géré, et non pas un État nounou qui s'occuperait d'absolument toutes nos histoires, jusque nous apprendre le Kama Sutra à nos enfants. On veut simplement un État qui apprenne à nos enfants, à la rigueur, à lire et à compter, qui s'occupe de ses écoles, qui s'occupe des frontières, qui s'occupe des hôpitaux, qui s'occupe de la justice, de l'armée, des écoles. On veut bien chèque éducation. On veut bien un chèque éducation, mais regardez ce qui se passe en France, puisqu'on parle de libéralisme. C'est-à-dire le choix des individus en ce qui les concerne. C'est ça, le libéralisme. Vous prenez, il y a 2 systèmes d'éducation en France, le système privé et le système public. Les systèmes privés coûtent 30% de moins. 30% de moins, c'est-à-dire que les élèves, puisque l'État en paye une partie, donc 30% de moins. Et les files d'attente sont absolument monstrueuses aux écoles privées et personne ne fait des files d'attente pour les écoles publiques. Mais c'est ça, c'est en réalité parce qu'il n'y a pas assez de concurrence dans l'école et dans les hôpitaux publics que le système va mal. Ah ouais. Y aurait-il de la concurrence qu'on tirerait tout le monde vers le haut ? C'est-à-dire c'est la possibilité de choix. Et c'est justement en pointant du doigt un soi-disant libéralisme que nous n'avons pas et que nous n'avons jamais eu en France qu'on n'arrive pas à s'en tirer. Vous ne pouvez pas avoir de libéralisme, je reviens à ce qu'on a dit au début de cette émission, s'il n'y a pas de droit de propriété.
Et enfin... Je pose la question à M. Onfray, est-ce qu'il a des propriétés à lui? Oui. D'autre part, le libéralisme ne défend aucun... Mais pourquoi il a des propriétés à lui? La propriété, c'est le vol, d'après son grand homme Proudhon, non? Je sais pas, je pose la question. Remarquez que Proudhon, il a dit ça au début, puis à la fin de sa vie, quand il avait bien gagné sa vie, il n'était plus du tout d'accord. Il disait, j'ai dit une grosse bêtise. Donc il serait temps que M. Onfray lise les écrits tardifs de Proudhon et qu'il cesse de nous embêter avec le libéralisme. Et puis alors, encore une fois, donc là, Onfray nous expliquait que le libéralisme défendait un communautarisme à l'anglo-saxonne. Alors absolument pas. Le libéralisme défend la capacité des individus à se déterminer eux-mêmes et à agir librement entre eux dans le respect et la considération d'autrui. Donc, encore une fois, Personne n'interdit de faire des réunions, etc. dans le libéralisme. Je signale que le libéralisme, qui était à l'origine de la démocratie, c'est-à-dire que à partir du moment où vous votez les impôts, vous devenez responsable également. Donc, j'en ai un peu assez dans la presse et dans les médias d'entendre les uns et les autres fustiger le libéralisme alors qu'en plus on ne l'a pas croisé depuis la dernière fois qu'on l'a croisé un petit peu, c'était peut-être Bérégovoy à son corps défendant, le pauvre. Et Napoléon III avant, et un peu de Gaulle. Un peu de Gaulle à l'époque d'Épinay, Rueff et ainsi de suite. Mais fustiger le libéralisme aujourd'hui alors que nous croulons sous les charges sociales, sur le poids de l'État, que toutes les décisions sont des corps intermédiaires et il n'y a aucune liberté de l'individu à tel point qu'on se demande où est véritablement le libre arbitre. La corruption, si on doit aller dans les coefficients de Gini, regardez où est la France dans les coefficients, et qu'on fustige encore le libéralisme. Alors je sais bien que certains ont besoin de rappeler aux médias qui sont de gauche et que fustiger le libéralisme est une façon de se dire gaulliste social, mais ça serait bien aussi d'avoir un petit peu intellectuellement mais je vous signale que il faudrait signaler, on ferait aussi que le mur de Berlin est tombé. Oui, et c'est ce que disait Gaspard Proust, je connais assez peu de personnes qui sont parties à l'Est. Oui, maintenant il y en a plein. Oui, oui, mais à l'époque, quand le mur est tombé, les gens n'étaient pas genre à Berlin-Ouest, genre ouais, on veut rentrer à l'Est et tout, genre non, on veut avoir des restrictions alimentaires, on veut être surveillé par la police, oui, on veut avoir les pieds dans la neige, on veut des miradors partout, voilà, on veut rien avoir à bouffer, enfin voilà. Quoi. Non, mais c'est toujours la même chose. Ils font une espèce de description d'un monde idéal auquel ils comparent une réalité humaine. Ben oui, la réalité humaine, le libéralisme, il y a des excès, il y a des trucs qui ne marchent pas, etc. Mais si tu compares un rêve à une réalité, ben le rêve sera toujours mieux. Mais ce n'est pas le boulot d'un intellectuel. Non, ce n'est pas le boulot d'un intellectuel. Alors, Elisabeth te demande rapidement, parce que j'imagine que tu vas le faire avec Léo, mais quelle est ton analyse des prochaines élections aux USA? Et quelle perspective pour l'Europe et la guerre en Ukraine si Trump les remporte? C'est très facile. Aux USA, ça a été la thèse de mon dernier livre. Enfin, de mon avant-dernier livre, pardon, parce qu'il y a le petit qui vient de sortir là, mais qui n'est pas un livre de réflexion théorique sur la marche du monde, mettons. C'est un manuel d'utilisation de notre voiture, quoi. Oui, je veux dire, c'est que j'essayais de rendre pas trop embêtant, quoi. Mais donc, ce qui se passe, c'est que vous avez une classe mondiale qui a voulu prendre le pouvoir, mondialiste, etc., qui n'a rien à voir avec le libéralisme d'ailleurs, qui était du capitalisme de connivence au niveau le plus élevé. Et cette classe mondiale a pour objectif, dans le fond, de désigner les candidats. Et donc, aujourd'hui, aux États-Unis, vous avez le choix entre un candidat qui a été désigné par cette classe mondiale, qui s'appelle... Kamala Harris. Kamala Harris. Et de l'autre côté, vous avez un candidat qui se présente librement. Donc, ça va être, pour les Américains, un choix extrêmement intéressant. C'est un choix entre plus de contrôle par les élites ou liquider les élites qui essayent de nous martyriser. Et ce qui m'étonne le plus, moi, c'est de voir une grosse partie de la gauche devenir anti-liberté de parole. Regarde par exemple au Brésil, ils viennent d'interdire X, ce qui est inouï. Ils ont interdit, j'ai vu hier, à Starlink, donc le diffuseur de Musk, de percevoir leurs sous. Oui. Au Brésil. Elon Musk a dit bingo, je l'offre gratuitement, le Starlink, je le fais gratuitement, je fais plus payer les Brésiliens, puisque de toute façon vous ne me permettez pas, je garde mes Starlink, c'est offert. Ouais, c'est pour la maison. Donc encore une fois, je reviens à l'idée un peu saugrenue que j'ai défendue souvent, c'est que pour qu'un régime s'écroule, il faut qu'un prophète se lève. C'était Solzhenitsyn qui a fait s'écrouler l'Union soviétique avec l'aide de Jean-Paul II. Allez.
Eh bien, aujourd'hui, c'est Musk qui est en train de faire s'écrouler ce que j'appelle cet empire du mensonge. Avant, c'était l'empire du mal, et maintenant, c'est l'empire du mensonge. Eh bien, je crois honnêtement, si vous voulez, que ça va être une élection où vous votez, allez, je vais le dire tranquillement, c'est une élection religieuse aux États-Unis, où vous votez pour le camp du bien, pour la liberté, ou vous votez pour les ennemis de la liberté. Et les ennemis de la liberté, on les connaît. Voilà. Moi, j'avais un sonnerie de téléphone qui était ça, que j'ai pu la mettre avant ça. C'était le truc, justement, quand Darth Vader arrivait, vous savez, donc tout le monde s'arrêtait. Tous les 6. Tout le monde s'arrêtait en disant, il y a Darth Vader qui arrive. T'as pas vu, il y avait une vidéo comme ça d'un chien, quand il a la musique de Darth Vader, il se met comme ça, il est tout plat. Mais j'avais une musique vraiment inquiétante. Hein. Je comprends que le chien, il est boule. Oui, il est pas bien. Il est pas bien. Non, ce qui est étonnant avec cette série, c'est à quel point la musique était bonne. Tout était parfait. Et d'ailleurs, ça, la guerre ça crée un mythe. Bah complètement. Mais, il y a même une religion qui s'est créée. Il y a des, mais c'est très religieux. Il y a des choses qui sont. C'est complètement le bien contre le mal, quoi. Il y a des choses qui sont presque des paraboles. Tellement c'est les deux soleils. Enfin bon, bref. Alors Romain Santou te pose une question là qui va nous ramener à l'université de l'épargne, mais je la pose quand même parce que elle est intéressante pour tout le monde. Donc tu as ta stratégie de portefeuille, les grandes actions qu'on avait vues aussi à l'IDL, qui a bougé récemment, puisque à la place des obligations chinoises longues, on était parti sur le yen pour faire le petit, voilà, et on va peut-être bouger bientôt. Et il te demande pourquoi tu le places pas tout sur un ETF MSCI World en respectant le critère de diversification géographique et sectorielle, et sachant que cet indice semble surperformer bon nombre de fonds vendus par des gestionnaires professionnels. Alors, je vais vous répondre très facilement, c'est que le MSCI World, celui dont tout le monde se sert, est un indice qui est pondéré par la capitalisation boursière. C'est-à-dire que les grandes sociétés ont une place indue. Et aujourd'hui, quand j'avais, il y a 20 ans, le MSCI World faisait 40% de l'indice mondial. Ouais. Et comme la bourse de New York a beaucoup plus monté que les autres bourses pour toute une série de raisons depuis 20 ans, aujourd'hui, l'indice MSCI fait entre 75 et 80% des États-Unis. Donc quand tu achètes l'indice MSCI World, tu n'achètes pas le World, tu achètes les États-Unis aujourd'hui. Et c'est un problème d'acheter les États-Unis aujourd'hui ? Ça me paraît un peu idiot d'acheter les États-Unis à un moment où, si tu veux, il est hors de question que dans les 20 ans qui viennent, ça soit la prochaine... 80% des profits du monde viennent des États-Unis. C'est complètement idiot. Alors, j'écoutais... Ils font 25% du PIB mondial. J'ai écouté une interview de Tord sur Elucide, qu'on salue au passage, et il disait que les États-Unis vivaient à découvert sur le reste du monde. C'est vrai, c'est pas vrai. C'est-à-dire que les États-Unis ont un déficit extérieur monstrueux, mais justement, parce qu'ils ont ces sociétés immenses qui ont été créées, etc., qui ont fait la hausse de la bourse de New York, les Amazon et tout ça, si toi, tu es un Français et que tu veux participer à l'économie de la connaissance, mettons, tu es obligé d'acheter des sociétés américaines. Donc, tu peux pas faire autrement. Donc, ce que tu dois faire, c'est que tu dois prendre ton épargne et la mettre aux États-Unis. Et si tu pousses ton épargne aux États-Unis, tu vas avoir ce qu'on appelle un excédent des capitaux. Oui. Tu vois, il y a des capitaux, donc il y a des tas de capitaux qui rentrent pour acheter ces actions. Mais comme la balance des paiements s'additionne à 0, ça veut dire que tes comptes courants seront déficitaires. Donc, en fait, ce brave Todd, il regarde la balance des paiements des comptes courants déficitaires et il dit, donc, ils vivent aux dépens des autres. Mais l'invention est faite aux États-Unis. Oui. Et donc, je ne sais pas si la balance des comptes courants est créée par les capitaux qui rentrent comme ça, qui font que le dollar est trop élevé, ou si c'est l'inverse, tu vois ce que je veux dire. Donc, encore une fois, et j'aime beaucoup M. Todd, je le redis, j'aime beaucoup l'intérêt, je l'écoute toujours avec beaucoup d'attention et d'intérêt, mais il ne devrait pas parler d'économie. Je ne veux pas qu'il n'en parle pas, mais parce que dès qu'il en parle, il sort tous les poncifs de la gauche. Et donc, c'est tout sauf une bonne explication. Il lit beaucoup le Guardian.
il lit The Guardian et oui, voilà, c'est ça aide pas. Comme tous les intellectuels anglais, puisqu'il était un petit peu anglais. Et le Guardian, c'est à peu près de la qualité du monde aujourd'hui, quoi. C'était bien il y a 40 ans, mais aujourd'hui, ça a beaucoup baissé. Ça, c'est oui. Alors, ça sera la dernière question. Bonjour la famille Gave et merci infiniment pour votre travail. Par le passé, Charles recommandait les obligations chinoises, car le gouvernement chinois protège mieux que les pays occidentaux la valeur de sa monnaie. Oui. J'aimerais comprendre et comment savoir si une monnaie est bien gérée par son État. Lorsque je regarde et que je compare l'évolution de la masse monétaire M2 entre les USA et la Chine, je vois qu'entre janvier 2020 et aujourd'hui, la masse monétaire M2 a augmenté de 36% aux USA et de 51% en Chine. Intuitivement, j'en aurais donc conclu que la monnaie chinoise a encore plus perdu en valeur comparée aux monnaies occidentales. Y a-t-il une erreur dans mon raisonnement ? Oui. Il y a une erreur dans son raisonnement, c'est que... Donc, est-ce que tu peux rappeler quelles sont les masses monétaires M1, M2, M3 M2, c'est dans le fond la vraie monnaie, c'est celle qui circule dans l'économie. C'est la M0, c'est la monnaie de banque centrale. M1, c'est les dépôts que vous avez dans votre banque. Et M2, c'est les prêts, c'est tout ça. Bon, mais ce qui se passe, c'est que pendant que l'économie américaine montait depuis 2000, probablement en tout, en volume de 7 ou 8% à tout casser, parce que ils n'ont pas eu une vraie croissance depuis longtemps. Ils ont une croissance de leur État, mais ça, c'est autre chose. L'économie chinoise a cru entre 7 et 10% par an. Donc, il faut que la quantité de monnaie par rapport au PIB croisse. Soit stable. C'est certain que, d'ailleurs, c'est ce qu'ils ont fait avec Bitcoin aussi, avec une création qui puisse croire. Et quand Milton Friedman disait, pour qu'une monnaie soit bien, il faut 3% par an, et après on jette les clés de l'ordinateur. Mais au moins 3% par an. 3%, c'était le taux de croissance structurelle des États-Unis. Voilà, à ce moment-là. Donc ça veut dire que le ratio entre la masse monétaire et le M2 restait constant. Donc il faut quand même que ta monnaie soit corrélée à ton taux de croissance. Il faut qu'il y ait un rapport entre les deux. Si ton PIB monte de 10% par an, il faut que ta monnaie monte de 10% par an. Quoi. Alors, c'est pour ça qu'en France, on est complètement sauvé avec un PIB qui est presque stagnant. Tu sais, je vais dire aussi un truc, là, c'est... J'ai vu des calculs que j'ai pas fait, mais que j'aurais pu faire, qui étaient depuis 2008. Oui. Depuis 2008, donc avant la crise, la grande crise financière, là, depuis 2008, le revenu moyen, le PIB par tête en Europe a baissé. C'est-à-dire qu'on nous avait expliqué, tu te souviens d'Attali qui disait ça allait, là, il va avoir une croissance. Depuis l'euro, il s'est passé ce que j'avais attendu, c'est-à-dire que le PIB a baissé. C'est-à-dire qu'en plus, tu as deux choses. C'est que la mesure du PIB, comme on le sait, est déjà... en France, c'est une galéjade maintenant. Voilà, c'est structurellement idiot, puisqu'ils recrutent des fonctionnaires à foison, ça rentre dans le calcul du PIB. Or, ça n'est que le secteur privé. Ils déduisent pas la dette. Voilà, ils déduisent pas la dette. Donc, à partir de là, on peut créer toute la dette qu'on veut et on dit « Ah, regardez cette formidable croissance ». Donc, il faut prendre d'autres mesures. Mais je vais prendre... Vous êtes une entreprise, vous avez des ventes, ça c'est mettons la création de valeur, tu as des coûts que tu soustrais, par exemple le paiement des impôts, et la différence c'est le profit, c'est la valeur ajoutée vraiment. Et dans le PIB, on a dit on va prendre les ventes, et on va rajouter les coûts. Les coûts, et on va appeler ça le PIB. Et on va appeler ça le PIB. Non mais c'est une histoire de fou, quoi. Donc, moi, ce qui m'intéresserait, c'est quelle est la valeur nette créée par un pays année après année. C'est ce que tu avais fait. Privé. C'est ce que tu avais fait dans ton premier bouquin. Tu avais mis ratio du secteur privé sur le secteur communiste. Tu as appelé ça le secteur communiste. Et à partir du... Oui, et là, tu as une vraie... Ton frère m'avait interdit de l'appeler communiste dans nos recherches. Il est méchant. Il n'a pas d'humour. Non, mais parce que comme on a la moitié de nos clients qui sont vaguement sociodémocrates, ouais. Anatole, pour commencer. Oui, fallait pas qui lit trop. un peu le Guardian, lui aussi. fallait pas trop quand même. Rob le salt. Ouais. Donc, voilà. Do not poke the bear. Donc il m'avait dit, écoutez, appelle-le autre chose. Alors j'avais trouvé d'autres noms, mais en fait c'est ça. Le secteur communiste, c'est un secteur dans lequel il n'y a pas de prix et il n'y a pas de liquidation. Il n'y a pas de faillite. Il n'y a pas de destruction créatrice. Il n'y a pas de... Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que vous vous retrouvez avec ce que disait ce bon Milton Friedman, buvons un coup. Et Milton Friedman disait, il n'y a rien de plus durable qu'un programme étatique temporaire. T'as vu les vignettes, ils nous les ont gardées longtemps. Les vignettes, ils nous les ont gardées longtemps. Et je crois que la CSG...
C'était un truc temporaire. C'est temporaire, mais tout est temporaire. Et puis, 20 ans après, vous dites, plus personne ne se souvient pourquoi. Les impôts de guerre qui durent 2 siècles. C'est l'histoire des chats dans la marine anglaise. C'est pas dans la marine. Ah oui, c'était dans l'armée. Pendant la guerre de 14, ils se sont rendus compte d'un seul coup, les Anglais, qu'ils avaient des maîtres chats avec des chats, etc. Et ils se sont dit, mais pourquoi on a ça, nous? À quoi ça sert les chats? Et donc, ils ont fait des recherches. Et ils se sont rendus compte qu'au XIIIe siècle, il y avait des chats pour empêcher les rats de bouffer les cordes des arcs. Mais c'était Churchill qui était en charge de l'audit des dépenses militaires. Et c'est lui qui avait levé ce truc-là et qui avait dit, mais effectivement, c'était pour empêcher que les rats bouffent les cordes des longbows. Des longbows qui étaient l'arme de guerre principale. Qui a eu notre peau à Zincourt. Qui a eu notre peau à Zincourt, et puis avec la stupidité de ceux qui nous gouvernaient. Mais... Donc voilà. Tu sais que c'est de là que vient le finger. Le finger, parce qu'on allait leur couper leur couper le doigt. Celui qui... l'arc. Voilà. Et donc, voilà, pour revenir à tout ce qui se passe, si vous voulez, c'est que, encore une fois, j'essaye d'expliquer aux gens que la mondialisation malheureuse, cette espèce de globalisation voulue par les Attali de ce monde, est en train de crever, mais que le libre-échange n'est pas du tout en train de crever, parce que quand vous voyez vous prenez Hong Kong, vous faites un rayon de 2000 km autour de Hong Kong, un grand cercle comme ça, et vous avez la moitié de la population mondiale. Et dans cette moitié de la population mondiale, vous avez une explosion du libre-commerce en ce moment. Donc, nous, on est en train de devenir Venise, parce qu'on a décidé qu'on ne voulait pas ceci, on ne voulait pas cela, etc. Donc, on devient une espèce de musée à la con. Ce qu'on a très bien vu pendant les Jeux Olympiques, où en effet, Paris est une ville superbe pour faire des trucs, il n'y a rien de mieux, quoi. C'était très beau. Mais on ne crée plus rien. Donc, mais par contre, il y a une création gigantesque qui se passe là-bas. Alors, il y a un très gentil couple qui m'a envoyé des mails pour te demander justement, ça sera la dernière question, est-ce qu'aujourd'hui tu t'expatrierais si tu étais jeune? Première question. Et deuxième question, pourquoi tu as choisi de rentrer? Alors, j'ai choisi de rentrer, je vais commencer par là, parce que toutes les études que je faisais il y a 10 ans ou 12 ans, après la publication de mon premier livre, me montraient que la France allait couler. Je me suis dit, bon, c'est un pays qui va s'écrouler. Et s'il s'écroule, je veux pas être à l'extérieur. Je veux être quelque part dans les soutes en train d'essayer de boucher les trous, tu vois. Donc je suis rentré simplement, je le dis sans aucune fierté ni rien, pour rendre service. Tu vois, pour essayer de faire entendre ma voix, quoi. Bon, je sais pas si ça sert à quelque chose, mais au moins, je crèverai pas sans avoir tenté de faire un truc. Sans avoir tenté de faire un truc. Bon, ça, c'est là. Est-ce que je m'exilerais aujourd'hui si j'avais des enfants? Si tu avais 30 ans. Si j'avais 30 ans et si j'avais des enfants, je crois que je m'exilerais. Si j'ai pas d'enfants, je m'exilerai pas, parce qu'il va y avoir des trucs à faire. Mais si j'ai des enfants, ma responsabilité première à ce moment-là, c'est vis-à-vis des enfants. Il faut que je les élève dans un endroit... Avec des écoles qui racontent pas avec des galéjades. Des galéjades. Et puis j'aurais peur que mes enfants se fassent massacrer dans la rue. Regarde ce qui arrivait à Léonard la semaine dernière. Il a failli se prendre un coup de couteau. Absolument. Donc aujourd'hui, oui, si j'avais des enfants... j'envisagerais de partir, et je crois, tiens, ça nous ramène des questions, je crois que je partirai au Canada. Parce que c'est un pays... très beau. Très beau, qui a des possibilités immenses, et où les gens sont doux. Autant j'aime les États-Unis, autant c'est une société violente. C'est une société très violente. Autant les Canadiens sont gentils. Je regardais un épisode de Dr House comme ça, et il y avait un type qui était hyper gentil comme ça, qui souriait, et Dr House arrive près de lui, il lui dit mais il est con ou il est canadien? Tu sais, le type avait l'air super gentil comme ça. Et il y a un peu cette blague aux États-Unis que les Canadiens ils sont gentils. Ils sont hyper gentils, genre are you Canadian? Pour dire t'es un peu Voilà, donc c'est... en principe, on se moque toujours des pays d'à côté. Ça, oui. Nous, on a le problème sur les Belges, sur les Suisses, ils en ont sur nous aussi, d'ailleurs. Les Anglais font ça avec les Irlandais, très bien. Oui, les Anglais. Donc, oui, c'est un peu ça. Donc, oui, je crois que si j'étais un jeune ménage, je partirais peut-être au Canada. Et ben voilà.
La cabane au Canada sera là. Non, mais là, j'ai passé quelques temps dans l'île de Vancouver, qui est donc un petit peu dans le Pacifique, là, juste en face des États-Unis. Et c'est un endroit tout à fait étonnant, qui est de la taille de l'Angleterre, pas de la Grande-Bretagne, mais de l'Angleterre. Il y a 600 000 personnes qui y vivent. Il y a les 3 meilleures écoles canadiennes qui sont là, post-secondaire. Vous avez une université, vous êtes en face de Seattle, donc vous avez Amazon, Microsoft, etc., qui ont des campus là, donc il y a de l'eau, il y a de l'énergie, il y a de la bouffe, donc je me dis, voilà un endroit où je pourrais élever une famille tranquillement, quoi. Oui, ça paraît idiot ce que je dis, mais non. Ça me paraît élever une famille en pouvant se projeter dans l'avenir sur ses enfants et avoir des bonnes écoles, il n'y a plus tellement d'endroits dans le monde. Hein. Et oui. Et voilà, ça nous a fait un petit tour de vos sujets de rentrée. J'espère que ça vous... Ouh là là, il sait quand c'est la fin. Hein. Il sait quand c'est la fin, oui, absolument. Il fait la grande... Ouh, tu fais le grand petit bail. Voilà, le DAF est à fond. Mais au bout d'une heure, il sait quand on va sortir. Au bout d'une heure, il en a marre, il veut qu'on parte. Voilà, écoutez, ça nous a en tout cas fait plaisir de vous retrouver. Vous avez été nombreux dans les commentaires. Les algorithmes de rentrée mettent toujours un peu de temps parce que YouTube déteste qu'on arrête les émissions. Donc, on met du temps à avoir des émissions qui sont reproposées et sans compter qu'on est un petit peu shadowban, on ne va pas se le cacher. Mais c'est pas grave. Et n'oubliez pas de vous inscrire à l'Université de l'Épargne, parce que là, on sera maître de notre réseau. Voilà, mais au-delà de ça, mettez des pouces, parlez-en autour de vous. On est aussi sur Spotify et sur les podcasts. Et on vous dit à très bientôt et à la semaine prochaine. Merci beaucoup.